L'air est si mince qu'il compte à peine comme de l'air. Chaque pas est un combat. Vous êtes à 26 000 pieds dans la zone de la mort et vous regardez toujours vers le haut. C'est la réalité pour les alpinistes sur le mont Everest. Mais ce que beaucoup négligent, c'est qu'à seulement 120 miles au sud de cet enfer gelé, des gens montent à dos d'éléphants à travers des jungles luxuriantes et étouffantes. C'est l'énigme profonde et choquante du Népal. Et nous sommes ici pour découvrir comment fonctionne ce pays impossible. Quand vous pensez au Népal, vous pensez à une chose, le mont Everest. À 29 032 pieds, c'est le toit du monde. L'air est trop mince pour y supporter la vie. Les températures descendent à moins 80 degrés Fahrenheit. C'est le test ultime de l'endurance humaine. Beaucoup de gens sont obsédés par l'idée d'atteindre le sommet. Mais l'Everest, ou Sagarmatha comme l'appellent les Népalais, n'est que le début de l'histoire. Voyez-vous, le Népal abrite 8 des 10 plus hautes montagnes de la Terre. Ce seul petit pays contient une section de l'Himalaya qui est, faute de meilleurs mots, un mur. Mais ce qui rend cet endroit vraiment impossible, ce qui défie toute logique géographique, c'est ce qui se passe en seulement 100 miles. Dans le sud, le Népal a un point bas à Kanchankalan, à seulement 230 pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est une région chaude, humide et tropicale. À partir de ce point, si vous voyagez vers le nord sur seulement 120 miles, vous serez au sommet du mont Everest. Il n'y a nulle part ailleurs sur cette planète un changement d'altitude aussi stupéfiant et vertical. C'est le climat entier de la Terre, des tropiques à l'Arctique, compressé dans une bande de terre de la taille de l'Arkansas. Ce monde vertical crée des caractéristiques difficiles à imaginer. Oubliez le Grand Canyon. Le Népal abrite la gorge de la Kali Gandaki. Alors que la rivière Kali Gandaki coule vers le sud, elle se ferait un chemin entre deux géants, le Dhaulagiri à 26 795 pieds et l'Annapurna à 26 545 pieds. La profondeur de cette gorge, mesurée des sommets au lit de la rivière, est de plus de 18 300 pieds. C'est la gorge la plus profonde de la planète. Ce paysage n'est pas seulement spectaculaire, c'est une forteresse. C'est la raison pour laquelle le Népal possède un secret qu'aucun autre pays de la région ne peut revendiquer. Mais les secrets de la Terre ne sont rien comparés aux secrets des gens et des dieux qu'ils adorent. Cachée dans ce paysage impossible se trouve la vallée de Katmandou, et cette vallée détient une concentration d'histoire impossible. Voyez-vous, la vallée seule contient 7 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas 7 sites dans tout le pays, 7 dans une petite vallée. C'est l'une des collections de merveilles antiques les plus denses au monde. Vous avez le stupa de Bouddhanath, un dôme blanc massif avec les yeux qui voient Matou de Bouddha veillant sur la ville. C'est l'un des plus grands stupas du monde, un centre du bouddhisme tibétain en plein cœur du Népal. À proximité, Swayambhunath, connu sous le nom de Temple des singes, est assis sur une colline surplombant toute la ville. C'est un complexe ancien et sacré où les foi hindoues et bouddhistes se mêlent depuis des siècles. La vallée abrite également 3 anciennes places d'Urbar ou palais royaux, à Katmandou, Patan et Bhaktapur. Ce ne sont pas des musées vides, ce sont des parties vivantes et respirantes de la ville, remplies de sculptures sur bois complexes, de portes dorées et de temples qui ont des milliers d'années. Mais 2 sites dans cette vallée révèlent la nature véritable, unique et déconcertante du Népal. Le premier est un palais sur la place d'Urbar de Katmandou. C'est la maison de la Kumari. Ce que personne ne vous dit, c'est que le Népal n'adore pas seulement les dieux dans le ciel. Ils adorent une déesse vivante et respirante, une jeune fille, choisie par des traditions anciennes et secrètes, qui est considérée comme l'incarnation de la déesse Taleju. Elle vit dans ce palais, vénérée par les rois et les roturiers, jusqu'à ce qu'elle atteigne la puberté, moment où la déesse quitte son corps et une nouvelle Kumari est choisie. Et puis, il y a le temple de Pashupatinath. Ce complexe hindou tentaculaire et sacré sur les rives de la rivière Bagmati est un lieu d'une importance spirituelle profonde. Mais pour les étrangers, cela peut être un choc, parce que ce n'est pas seulement un lieu de culte, c'est un lieu pour la fin de la vie. Le long de la rivière, des bûchers funéraires brûlent à découvert. C'est un regard brut et non filtré sur le cycle de la vie et du décès, une coutume profondément spirituelle qui dure depuis des milliers d'années. C'est ce mélange de foi ancienne, de vie et de sa fin, tout se déroulant à découvert, qui rend cette vallée si différente. Mais au-delà de la vallée sacrée, un autre type de vie lutte pour sa survie dans un endroit inattendu. Lorsque les gens prévoient un voyage au Népal, ils se préparent pour le froid. Ils apportent des bottes, des doudounes et de l'équipement pour la glace. Ce qu'ils négligent, c'est l'autre Népal, la jungle impossible. Dans le sud, sur les plaines plates connues sous le nom de Terai,
se trouve le parc national de Chitwan. C'est une région sauvage, subtropicale, chaude et humide qui semble être à un monde des pics enneigés. Mais le fait est que ce n'est qu'à quelques heures de route. Vous pouvez faire du trekking dans les contreforts de la chaîne de l'Annapurna un jour. Et le lendemain, vous pouvez être dans une jungle qui ressemble davantage à l'Inde ou à l'Asie du Sud-Est. Et cette jungle abrite certaines des créatures les plus magnifiques sur Terre. Chitwan est l'un des derniers grands refuges pour le rhinocéros à une corne. Ces animaux massifs, à la carapace blindée, étaient autrefois chassés jusqu'au bord de l'extinction. Aujourd'hui, grâce à de sérieux efforts de conservation, ils prospèrent ici. Les visiteurs peuvent monter à dos d'éléphants ou faire des safaris en jeep pour les voir se baigner dans les rivières. Mais le rhinocéros n'est pas le seul géant ici. Chitwan abrite également le tigre du Bengale, insaisissable et rare. Avec les tigres, vous trouvez des ours paresseux, des crocodiles et des centaines d'espèces d'oiseaux. Ce coin de jungle, au pied des plus hautes montagnes du monde, est l'un des endroits les plus riches en biodiversité du continent. C'est la dualité impossible du Népal, un pays qui est à la fois le toit du monde et une jungle tropicale florissante, tout à la fois. Mais il n'y a pas que les animaux qui prospèrent ici. Cette terre a forgé les soldats les plus redoutés sur Terre. La géographie impossible du Népal forge des gens impossibles. Pendant des siècles, le monde a connu les Gurkhas. Ce sont des soldats recrutés dans les collines du Népal, célèbres pour leur service dans les armées britanniques et indiennes. Leur devise, pour le moins, est intense. Mieux vaut mourir que d'être un lâche. Ils sont légendaires pour leur bravoure inébranlable et leur habileté avec le kukuri, leur lame courbe traditionnelle. Ils sont le produit d'une terre qui exige force et résilience. Mais il existe un autre groupe, encore plus synonyme des hautes montagnes, les Sherpas. Pendant trop longtemps, le monde les a simplement appelés porteurs. C'est un euphémisme colossal. Le peuple Sherpa est, littéralement, construit différemment. Vous voyez, la science a montré que les Sherpas qui vivent à haute altitude se sont génétiquement adaptés à l'air raréfié. Leur corps utilise l'oxygène plus efficacement que les habitants des basses terres. Leur sang est différent. Ils ne font pas que porter de l'équipement jusqu'à l'Everest. Ils sont les maîtres d'un environnement hostile à toute autre vie humaine. C'est la partie qui devient vraiment folle. Les Sherpas ne sont qu'un seul groupe. Le Népal abrite plus de 142 groupes ethniques distincts et ils parlent plus de 123 langues différentes. Pensez-y, dans un pays de la taille de l'Arkansas, il y a 123 langues. Comment est-ce possible? La réponse est la géographie. Pendant des milliers d'années, les vallées massives et profondes ont agi comme des murs, isolant les communautés. Chaque vallée est devenue son propre monde, développant sa propre langue, ses coutumes et ses traditions. Vous avez les Newars de la vallée de Katmandou, les maîtres artisans et bâtisseurs. Vous avez les Tharu des jungles du Terai, qui ont une résistance unique au paludisme. Vous avez les habitants de la région, éloignés du Mustang, qui pratiquent une forme de culture tibétaine ancienne. C'est un patchwork d'humanité impossible. Mais un groupe reste caché, une légende qui hante les hauts cols, un mystère que personne ne peut résoudre. Dans les régions éloignées et de haute altitude de l'Himalaya, les habitants racontent depuis des siècles des histoires d'une créature, une bête haute, hirsute, ressemblant à un singe, qui marche sur deux jambes. Ils l'appellent le Mété. Le monde le connaît, sous le nom de Yéti ou abominable homme des neiges. Or, beaucoup de gens sont obsédés par l'idée de trouver cette chose. Des expéditions la recherchent depuis des décennies. D'étranges empreintes de pas ont été trouvées, des scalps et des os, conservés dans des monastères isolés, ont été présentés comme des preuves, alors que la science a souvent démystifié ces preuves, identifiant des poils comme appartenant à d'anciens ours, par exemple. La légende persiste, parce que dans un pays aussi vaste, aussi haut et aussi inexploré, qui peut dire ce qui est impossible? Le Yéti est plus qu'une histoire de monstre. C'est un symbole de la nature sauvage et indomptable de l'Himalaya. Mais le Yéti n'est pas la seule histoire impossible. Le plus grand mystère du Népal est son histoire. Regardez une carte. C'est un petit pays étroit, pris en sandwich entre deux des civilisations les plus puissantes de l'histoire humaine, la Chine au nord et l'Inde au sud. Pendant des siècles, des empires se sont levés et sont tombés. L'Empire britannique a colonisé l'Inde. La Chine a étendu son territoire, mais le Népal n'a jamais été colonisé. Comment? Les montagnes étaient sa forteresse. La terre elle-même était la défense ultime. Les guerriers Gurkhas, forgés par le terrain difficile, étaient trop redoutables pour être facilement vaincus. Le Népal est resté indépendant, un royaume souverain, préservant sa culture, son drapeau et ses traditions uniques.
Et quelle tradition à préserver! Cette nation à majorité hindoue est aussi le berceau de l'une des philosophies les plus pacifiques du monde. Dans les plaines du sud, dans une ville appelée Lumbini, un prince nommé Siddhartha Gautama est né autour de 563 avant notre ère. Le monde le connaîtrait sous le nom de Seigneur Bouddha. Aujourd'hui, Lumbini est un immense site de pèlerinage, un lieu de paix qui attire des croyants du monde entier, une autre pièce impossible de l'identité népalaise. Pour ceux qui viennent conquérir ces sommets, la survie dépend d'une tradition simple et ancienne. Chaque année, des centaines de milliers de personnes viennent au Népal, non pas pour conquérir, mais juste pour voir. Ils viennent faire le circuit de l'Annapurna ou faire le voyage légendaire jusqu'au camp de base de l'Everest. Cela a créé une économie unique qui est en soi une bouée de sauvetage. Vous voyez, le long de ces sentiers éloignés, il n'y a pas d'hôtel 5 étoiles. Au lieu de cela, il y a la maison de thé. Ce sont des gîtes simples, gérés par des familles, qui offrent un lit et, plus important encore, un repas chaud. Ils sont l'épine dorsale de l'industrie du trekking. La survie d'un randonneur, pour le moins, dépend de ces petits avant-postes accueillants. Et dans ces maisons de thé, vous mangerez une seule chose jour après jour, le dal bhat. C'est le plat national du Népal. C'est un plateau simple, incroyablement nutritif, de soupe de lentilles, dal, de riz cuit à la vapeur, bhat, et d'une portion de curry de légumes, tarkari. La meilleure partie? Il est livré avec des recharges gratuites. Il y a un dicton célèbre sur le sentier. Le pouvoir du dal bhat, 24 heures. C'est le carburant qui fait avancer tout le monde du trekking. Mais la nourriture népalaise est bien plus que cela. Dans les rues de Katmandou, vous trouverez des momos. Ce sont de délicieux raviolis cuits à la vapeur, semblables à un gyoza japonais, remplis de légumes ou de viande et servis avec une sauce piquante pour tremper. C'est la nourriture de rue parfaite, bon marché et délicieuse. Dans les montagnes, vous trouverez de la tukpa, une copieuse soupe de nouilles chaudes d'origine tibétaine qui vous réchauffe de l'intérieur. Et pour le touriste, le voyage commence ou se termine presque toujours à Thamel, le principal quartier touristique de Katmandou. C'est un labyrinthe vibrant et chaotique de rues étroites, remplies de magasins d'équipements de trekking, de boulangeries, de cafés, de bars et de restaurants servant de tout, du steak de yak à la pizza italienne. C'est la zone de préparation pour les aventures impossibles qui vous attendent. Mais la nature impossible du Népal n'est pas seulement dans son passé. Elle est aussi dans son futur et dans son drapeau. Premièrement, regardez son drapeau. C'est le seul drapeau national sur Terre qui n'est pas un rectangle ou un carré. Ce sont deux triangles ou fanions empilés l'un sur l'autre. Ils représentent les deux religions majeures, l'hindouisme et le bouddhisme. Et bien sûr, les sommets impossibles de l'Himalaya. Ensuite, il y a le fuseau horaire. La plupart des pays règlent leur heure à l'heure ou à la demi-heure. Pas le Népal. Le Népal a 5 heures et 45 minutes d'avance sur GMT. Pourquoi? C'est une déclaration symbolique de son indépendance. Une heure fixée à mi-chemin entre les fuseaux horaires indiens et chinois. Même le calendrier est différent. Alors que le reste du monde utilise le calendrier grégorien, le Népal utilise principalement le Bikram Sambat. Cela signifie que lorsque vous atterrissez à Katmandou, l'année n'est pas 2025. Elle est en avance de plus de 57 ans. Vous atterrissez littéralement dans le futur. C'est un pays de tradition ancienne, comme la Kumari, la déesse vivante, mais c'est aussi, étonnamment, un pays d'idées progressistes. Ce que personne ne vous dit, c'est que la Cour suprême du Népal a reconnu les droits au mariage homosexuel dès 2007, des années avant la plupart des pays occidentaux. C'est ce mélange impossible d'ancien et de moderne qui définit son avenir. C'est une nation qui fonctionne presque entièrement à l'hydroélectricité, exploitant la puissance des rivières mêmes qui ont creusé ces gorges impossibles. Pourtant, c'est aussi une nation qui cherche encore sa place, équilibrant son passé agricole avec un avenir basé sur le tourisme. Du toit du monde au plancher de la jungle, d'une déesse vivante à un calendrier du futur, le Népal n'est pas seulement un pays. C'est une énigme. C'est un pays de tradition ancienne comme la Kumari, la déesse vivante. Mais c'est aussi, étonnamment, un pays d'idées progressistes. Ce que personne ne vous dit, c'est que la Cour suprême du Népal a reconnu les droits au mariage homosexuel dès 2007, des années avant la plupart des pays occidentaux. C'est ce mélange impossible d'ancien et de moderne qui définit son avenir. C'est une nation qui fonctionne presque entièrement à l'hydroélectricité, exploitant la puissance des rivières mêmes qui ont creusé ces gorges impossibles. Pourtant, c'est aussi une nation qui cherche encore sa place.
équilibrant son passé agricole avec un avenir basé sur le tourisme. Mais l'identité du Népal n'est pas seulement dans son drapeau ou ses horloges. Elle est cachée dans les sentiers que très peu d'étrangers parcourent. Tout le monde a vu les photos. La longue file d'alpinistes en veste colorée attendant leur tour pour se tenir sur le sommet de l'Everest. La route de briques jaunes du trek du camp de base de l'Everest, serpentant à travers les villages Sherpas. C'est le parc national de Sagarmatha, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO à part entière, abritant les plus hauts sommets et la légendaire panthère des neiges. C'est magnifique. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que ce n'est que la randonnée touristique. Pour ceux qui sont prêts à sortir des sentiers battus, le Népal offre des défis qui sont, pour le moins, d'un autre niveau. Ce sont les vrais treks, ceux qui testent vos limites et vous montrent un Népal qui n'a pas été vu dans les magazines. Prenez le circuit du Manaslu. Pendant des décennies, ce sentier a été éclipsé par son célèbre voisin, l'Annapurna. Mais beaucoup de gens en sont obsédés maintenant, l'appelant le Nouvel Annapurna. Ce trek fait le tour de la 8e plus haute montagne du monde, le Manaslu, une bête à plus de 26 700 pieds. Le sentier vous emmène de la jungle moite et subtropicale jusqu'au col brutal et balayé par les vents de l'Arkiala, qui se situe à près de 17 000 pieds. Ce que vous voyez ici est différent. Les villages ne sont pas seulement influencés par le Tibet. Ils sont tibétains, une culture préservée dans l'isolement. Mais peut-être que vous ne voulez pas une expédition de 2 semaines? Ce que beaucoup négligent est un joyau caché en plein cœur de la région de l'Annapurna elle-même, le trek du Mardi Himal. Pendant des années, ce n'était qu'une ligne pâle sur une carte, une crête utilisée par les bergers. Maintenant, c'est un sentier court, vif et spectaculaire qui vous emmène jusqu'à un camp de base à 14 700 pieds. Vous vous tenez face à face avec la montagne en queue de poisson, le Machapuchar sacré et non escaladé, et l'imposante face sud de l'Annapurna. C'est toute la gloire, sans aucune foule. Ensuite, il y a les treks extrêmes, ceux pour les vrais aventuriers. Dans l'extrême est du Népal se trouve le trek du camp de base du Kanchenjunga. Le Kanchenjunga est la 3e plus haute montagne de la Terre, une masse colossale de 5 pics. Ce n'est pas un sentier de maison de thé. C'est un voyage éloigné et éreintant dans une nature sauvage immaculée de glaciers, de hauts cols et de villages comme Gunsa qui ont à peine changé en un siècle. Et pour le défi ultime, le circuit du Dhaulagiri. Ce trek fait le tour du 7e plus haut sommet, le Dhaulagiri, à 26 795 pieds. Ce sentier a tout, 2 hauts cols à plus de 17 000 pieds, une promenade à travers une vallée cachée, de désert de haute altitude, et des vues sur des glaciers qui vous feront vous sentir incroyablement petit. Ces sentiers ne sont pas de simples promenades. Ce sont des passages vers des lieux qui étaient, jusqu'à très récemment, complètement interdits. Au-delà des plus hauts sommets se trouvent des terres qui ont été intentionnellement cachées du monde. Des lieux si isolés, si sensibles culturellement, que pendant des siècles, ils ont été des mythes. Même aujourd'hui, ce sont des zones réglementées, nécessitant des permis spéciaux et coûteux pour y entrer. Le plus célèbre d'entre eux est le Haut-Mustang. C'est littéralement un royaume derrière l'Himalaya. Géographiquement, il ne fait même pas partie du Népal. C'est une tranche du plateau tibétain qui s'avance vers le sud. Le paysage ici est stupéfiant. C'est un désert de haute altitude, de canyons érodés, de plaines balayées par les vents et de falaises de roches rouges et jaunes. Il ressemble pour le moins plus à Mars qu'au Népal. Et dans ce désert se trouve la ville fortifiée de Lomantang. Pendant des siècles, ce fut la capitale de son propre royaume, gouvernée par son propre roi. C'est une ville médiévale, préservée dans le temps, remplie d'anciens monastères et d'art sacré. Mais ce qui a déconcerté les archéologues, ce sont les grottes. Creusées à des milliers de pieds dans les parois abruptes des falaises, se trouvent plus de 10 000 grottes anciennes. Certaines étaient des maisons, certaines étaient des chambres funéraires, certaines c'étaient des temples sacrés, leurs intérieurs remplis de peintures bouddhistes inestimables. Qui les a construites et comment reste l'un des plus grands mystères du Népal. Et puis, il y a l'autre terre cachée. Nichée dans la région du Manaslu se trouve la vallée de Tsum, la vallée sacrée du bonheur. Cette vallée a été complètement fermée au monde extérieur jusqu'en 2008 seulement. C'est un lieu de foi bouddhiste profonde et intense. Les gens ici pratiquent le Shagya, un mode de vie qui interdit toute forme de prise de vie. C'est une terre de paix, où d'anciens monastères comme Mugompa s'accrochent aux falaises à plus de 12 000 pieds. Ces vallées ont été coupées par la roche.
Mais le pays entier est façonné par quelque chose de beaucoup plus puissant. Les rivières du Népal ne sont pas des ruisseaux paresseux, ce sont des trains de marchandises de fonte de glace, rugissant des plus hauts glaciers de la Terre. Elles sont l'hydroélectricité de la nation, mais elles sont aussi sa vie, sa mythologie et son adrénaline. Pour les amateurs de sensations fortes, ces rivières sont une autoroute en eau vive. À seulement 3 heures de route de Katmandou, la rivière Trizouli traverse des vallées boisées. C'est l'introduction parfaite au rafting, avec des rapides de classe 3 et 4 qui sont, pour le moins, une course folle. Vous pouvez camper sur ces plages de sable et vous endormir au son des rapides. Mais pour les vrais fous, il y a le Bote Koshi. Il est connu comme la rivière la plus raide du Népal. C'est une ruée intense et ininterrompue de jardins de blocs et de cascades. Ce n'est pas une rivière, c'est un parcours d'obstacles. Et si cela ne suffit pas, suspendu au-dessus de la gorge se trouve l'un des sauts à l'élastique les plus terrifiants de la planète. Vous vous tenez sur un pont à 160 mètres, soit plus de 520 pieds, au-dessus de la rivière déchaînée. Mais cette eau n'est pas seulement pour les sensations fortes. Au Népal, l'eau est un lieu de mystère. Près de Pokhara, il y a une célèbre cascade appelée Chute de Davis ou Chute de Devi. Le nom vient d'une histoire tragique en 1961, lorsqu'une touriste suisse nageait dans la piscine au-dessus des chutes et a été soudainement tirée dans un tunnel souterrain de 500 pieds de long. Son corps n'a jamais été retrouvé. Aujourd'hui, vous pouvez vous tenir debout et regarder l'eau disparaître dans la terre, un rappel puissant et étrange des dangers cachés de la terre. Et puis, il y a l'eau des dieux. Haut dans les montagnes du parc national de Langtang se trouve le lac Gosaikunda. C'est un lac alpin, gelé pendant une grande partie de l'année, assis à plus de 14 300 pieds. Mais ce n'est pas juste un lac. Les hindous croient qu'il a été créé par le dieu Shiva, qui a enfoncé son trident dans la montagne pour obtenir de l'eau. Pendant le festival de Janai Purnima, des milliers de pèlerins font le difficile trek ici pour se baigner dans son eau sacrée et glaciale. C'est un lieu de foi profonde, né de la glace. Cette eau sacrée donne la vie et protège certaines des créatures les plus rares du Népal. Nous avons parlé de Chitwan, la terre du rhinocéros et du tigre. Mais ce que beaucoup négligent, c'est que le Népal a une douzaine de parcs nationaux, chacun protégeant une pièce unique de ce paysage vertical impossible. À 2 pas de Katmandou se trouve le parc national de Langtang. Ce parc est un parfait exemple de la diversité du Népal. La randonnée commence dans une forêt subtropicale, grimpe à travers de vastes forêts tempérées et se termine dans des prairies de haute montagne et des glaciers. Mais la vraie star du Langtang n'est pas les sommets, c'est la faune. C'est l'un des derniers grands bastions de l'insaisissable panda roux. Ces créatures timides et belles vivent dans les forêts de haute altitude. Ensuite, allez à l'extrémité complètement opposée du pays. Dans les basses terres plates et marécageuses du Terai, à la frontière avec l'Inde, se trouve la réserve faunique de Koshi Tapu. C'est la plus petite réserve de zones humides du Népal, un paradis des ornithologues amateurs. Plus de 500 espèces d'oiseaux s'y trouvent. Mais le vrai choc, cette réserve abrite le dernier troupeau survivant de buffles d'eau sauvage, ou arna. Et dans les rivières, vous pouvez apercevoir le crocodile gharial et, tenez-vous bien, des dauphins du fleuve Gange, des dauphins dans un pays enclavé. C'est la nature impossible du Népal, vous n'avez même pas besoin d'aller si loin. Sur la crête nord de la vallée de Katmandou, elle-même se trouve le parc national de Shivapuri Nagarjuna. C'est, pour le moins, l'arrière-cour de la ville. C'est une forêt de 160 km² qui protège l'approvisionnement en eau de la vallée. Pour les touristes, c'est une évasion rapide. Vous pouvez faire une randonnée d'une journée à travers la forêt, visiter des monastères et obtenir des vues incroyables sur la ville en contrebas, tout en respirant l'air frais de la montagne. Ces parcs protègent la nature sauvage. Mais d'autres villes sont des musées vivants, protégeant le passé. La vallée de Katmandou, avec ses 3 anciennes places d'Urbar, est le joyau incontesté du Népal. Mais qu'en est-il des villes qui la gardent? Perchées sur le bord de la vallée, se trouvent d'anciennes stations de collines, des lieux qui étaient autrefois des royaumes à part entière. À seulement 20 miles de la ville, Nagarkot se situe à 7000 pieds. Ce n'est pas seulement une ville, c'est un balcon du lever du soleil. Par une matinée claire, vous pouvez vous réveiller et, depuis la fenêtre de votre hôtel, voir une vue panoramique de 8 chaînes de l'Himalaya différentes, y compris un petit bout du mont Everest lui-même. C'est une évasion populaire et rapide pour les habitants et les touristes qui veulent les vues sur la montagne sans le trek en montagne. À proximité se trouve Dhulikhel, une autre ancienne ville Newari.
Comme Nagarkot, elle offre de superbes panoramas sur la montagne. Mais Dhulikhel est aussi un centre de culture. Elle est connue pour sa belle architecture Newari préservée et ses innombrables temples. C'est un endroit pour se détendre, faire de courtes randonnées vers des lieux comme Namo Buddha et s'imprégner de l'atmosphère sereine, mais la plus authentique, la plus impossible de ces villes de la vallée, est peut-être Kirtipur. Cette ville historique Newari est perchée sur une colline à seulement quelques miles de Katmandou, mais elle semble être à un monde de distance. Elle n'est pas polie pour les touristes. C'est une ville vivante et respirante de temples d'arrière-cour, de rues anciennes et d'une histoire riche, parfois sombre, de batailles et de royauté. Il n'y a pas de grands hôtels ici, juste des expériences authentiques. C'est un musée vivant que, pour le moins, la plupart des touristes manquent complètement. Ces villes gardent la vallée. Mais aux confins du pays, d'autres villes gardent l'âme même du Népal. C'est là que la géographie impossible devient vraiment étrange. L'identité du Népal est définie par ses frontières, et ces villes frontalières sont des mondes en elles-mêmes. Dans le sud profond, dans la chaleur des plaines du Terai, se trouve la ville de Janakpur. Ce n'est pas le Népal des montagnes et des bouddhistes, c'est le cœur de la culture Mithila. C'est une structure de marbre massive, ornée de 3 étages qui ressemble à avoir été arrachée du Rajasthan en Inde. Pourquoi? Parce que cette ville est vénérée par les hindous comme le lieu de naissance de la déesse Sita et l'endroit où elle a épousé le seigneur Rama. C'est une ville de plus de 70 étangs sacrés, d'art vibrant et d'une culture complètement différente des collines, à quelques miles au nord. Maintenant, allez à l'autre extrême, allez au nord, au-delà de la chaîne de l'Annapurna, jusqu'à la ville de Jomsom. Assise à 8900 pieds dans la gorge de la Kaligandaki, c'est la ville la plus venteuse du Népal. Chaque jour, un vent puissant hurle dans la gorge. Ce n'est pas seulement un arrêt de trekking, c'est la porte d'entrée du royaume interdit du Mustang. C'est une terre de vergers de pommiers. Pensez-y, vous êtes dans un désert de haute altitude, entouré de sommets enneigés, et vous pouvez obtenir une part de tarte aux pommes fraîchement cuites. Le peuple Takali qui vit ici a maîtrisé cette terre rude. Et dans l'extrême est, près de la frontière indienne, se trouve Dharan. C'est une ville colorée et vibrante, un creuset culturel qui reproduit de nombreuses traditions indiennes. C'est une ville de temples, comme le Bouddha Subba, mais aussi une porte d'entrée vers des merveilles naturelles, comme les chutes Namasté. Cela montre, encore une fois, que le Népal n'est pas un seul pays. C'est une douzaine de mondes différents, tous entassés sur une seule carte impossible. Alors, avec tout cela, par où commencer? Comment explorer un pays qui est 100 pays en un seul? Comment planifier un voyage dans un pays qui est à la fois une jungle et une zone arctique? Pour la plupart, le voyage commence à Thamel, le cœur chaotique et vibrant de Katmandou. C'est là que vous achetez votre équipement, réservez vos excursions et obtenez votre premier goût de momos, les raviolis cuits à la vapeur qui sont la sève de la ville. Vous trouverez des restaurants pour tous les budgets, du dal bhat à 5 $ dans une cantine locale, à une pizza gastronomique, au restaurant Fire and Ice Pizzeria. Si vous avez 2 semaines, voici l'itinéraire impossible. Vous atterrissez à Katmandou. Vous vous enregistrez dans un hôtel. Si vous voulez de l'histoire, vous séjournez à l'hôtel de Dwarikaz, un musée vivant de bois sculptés et de patrimoine Newari. Si vous voulez le luxe moderne, vous allez au Katmandou Marriott. Vous passez 3 jours dans la vallée. Vous voyez la déesse vivante, la Kumari. Vous regardez le soleil se lever sur l'Himalaya depuis Nagarkot. Vous vous perdez dans les rues anciennes et non touristiques de Kirtipur. Vous mangez un festin népalais traditionnel à Bojan Griha, un palais restauré, pendant que des danseurs se produisent. Ensuite, vous faites un choix. Êtes-vous un trekker? Vous vous envolez pour Pokhara. Vous séjournez au Temple Tree Resort près du lac Fewa. De là, vous partez pour le trek du joyau caché du Mardi Himal. Pendant 5 jours, vous grimpez au-dessus des nuages, respirez l'air raréfié et voyez la queue de poisson du Machapuchar. Ou êtes-vous d'ici pour la nature sauvage? Vous sautez le trek. Vous vous envolez vers le sud jusqu'au parc national de Chitwan. Vous vous enregistrez au Tigertop Staru Lodge. Vous passez vos journées à dos d'éléphant ou en jeep, à traquer le rhinocéros à une corne et à chercher l'insaisissable tigre du Bengale. C'est le choix impossible du Népal. Vous ne pouvez pas tout voir, vous ne pouvez pas être un trekker de haute altitude et un explorateur de la jungle en même temps, vous ne pouvez pas découvrir la culture tibétaine du Mustang et les plaines hindoues de Janakpur en un seul voyage. C'est une terre qui exige que vous reveniez, une terre qui vous montre l'un de ses nombreux visages, puis cache le reste. Du toit du monde au plancher de la jungle, d'une déesse vivante à un calendrier du futur, le Népal n'est pas seulement un pays, c'est une énigme, c'est un défi.
Et pour ceux qui essaient de le comprendre, il reste l'endroit le plus magnifiquement impossible sur Terre. C'est une énigme, c'est un défi. Et pour ceux qui essaient de le comprendre, il reste l'endroit le plus magnifiquement impossible sur Terre. Mais et si nous vous disions que ce n'était que le début? Et si tout ce que nous vous avons montré jusqu'à présent, le mont Everest, les rhinocéros dans la jungle, la déesse vivante, les gorges de la rivière, n'était que la surface? Ce que personne ne vous dit, c'est que pour chaque lieu célèbre au Népal, il y en a un autre, encore plus impossible, caché juste derrière. Voyez-vous, le Népal est passé maître dans l'art de cacher ses plus grands trésors à la vue de tous. Vous avez vu le chaos de Katmandou. Mais qu'en est-il de l'autre royaume, à quelques miles de là, qui est plus calme, plus ancien et pour le moins, plus beau? Tous ceux qui atterrissent à Katmandou vont à Durbar Square. C'est grand, c'est impressionnant et c'est chaotique. Mais juste en face de la rivière Bagmati se trouve Patan. Et Patan est différente. Pourquoi? Parce que si Katmandou était le siège des rois, Patan était la cité des artisans. L'architecture Newari y est considérée par beaucoup comme la plus belle de tout le Népal. La place est plus petite, plus intime, et pour le moins, regorge d'une densité impossible de temples, de cours et de palais. Vous vous tenez au centre, et vous êtes entouré de chefs-d'œuvre. Le Krishna Mandir, un temple entièrement construit en pierre, est couvert de sculptures complexes dépeignant des scènes des épopées hindoues. Les cours du palais, comme le Sundari Chowk, présentent des bains royaux submergés et des détails en bois et en métal qui sont époustouflants. Vous pouvez entendre le son des artisans, le ting-ting-ting des marteaux sur le métal, une tradition artistique qui ne s'est jamais arrêtée. Ce n'est pas un musée, c'est un atelier, mais même Patan n'est pas le plus ancien secret. Pour cela, il faut aller au bord de la vallée sur une colline tranquille surplombant les rizières de Bhaktapur. C'est Changu Narayan. Et ceci, c'est le plus ancien temple de la vallée de Katmandou. Nous ne parlons pas de quelques centaines d'années, nous parlons d'anciens. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO a des inscriptions qui remontent au 5e siècle. C'était il y a plus de 1500 ans. La pagode à 2 niveaux est un chef-d'œuvre. Les sculptures du Seigneur Vishnu, le dieu auquel ce temple est dédié, sont parmi les plus importantes de l'histoire du Népal. C'est calme ici. Il n'y a pas de foule, pas de stand de souvenirs, juste cet endroit ancien et sacré et un sentiment de temps impossible. Et si vous voulez la vue impossible, il y a une nouvelle façon de la voir. Oubliez un long trek. Sur le bord de la vallée, les collines de Chandragiri offrent une vue à 360 degrés de tout. Un téléphérique moderne vous emmène au sommet, où vous pouvez voir la vallée entière d'un côté et de l'autre, une vue panoramique de l'Himalaya, de l'Annapurna jusqu'à l'Everest. C'est tout le pays, impossible, étalé devant vos yeux. La vallée cache bien son histoire, mais les montagnes, elles cachent des mondes entièrement différents. Tout le monde connaît le trek du camp de base de l'Everest. C'est un pèlerinage de 2 semaines. Il y a du monde, il est célèbre. Mais, et si nous vous disions que la meilleure vue de l'Everest n'est pas sur ce sentier? Bienvenue à Pikey Peak. C'est pour le moins un trek d'initié. Pikey Peak est une colline dans la région inférieure du Solukhumbu, la même région que l'Everest. Mais à un peu plus de 13 300 pieds, ce n'est pas une ascension à couper le souffle. Alors pourquoi le faire? Parce que Sir Edmund Hillary lui-même, le premier homme à atteindre le sommet de l'Everest, a déclaré que la vue depuis Pikey Peak était sa vue préférée dans tout le Népal. À partir de ce seul point de vue, vous voyez toute l'épine dorsale de l'Himalaya. Vous voyez l'Everest, vous voyez le Lhotse, vous voyez le Makalu, vous voyez le Kanchenjunga. Vous voyez 5 des pics de 8000 mètres du monde. Le sentier est calme, serpentant à travers les forêts de rhododendrons et de minuscules villages Sherpa traditionnels qui n'ont pas été transformés en plaques tournantes touristiques. C'est la vue que les habitants connaissent. Mais que se passe-t-il si vous voulez toujours cette sensation de haute altitude, ce paysage impossible de roches et de glace? Vous ne voulez juste pas la foule, alors vous allez au lac de Gokyo. Ce trek est parallèle au sentier principal du camp de base de l'Everest. Mais au lieu de se terminer par un tas de rochers et de drapeaux de prière, il se termine par une série de 6 lacs de haute altitude, impossible, bleu turquoise. Ce sont certains des plus hauts lacs d'eau douce au monde, perchés à plus de 16 000 pieds. Vous regardez en bas le massif glacier de Ngozumpa, le plus long de l'Himalaya, et de l'autre côté, ces brillants joyaux bleus. Et juste en face de vous se trouvent l'Everest, le Lhotse et le Makalu. C'est pour beaucoup un trek beaucoup plus beau et beaucoup plus gratifiant que celui que tout le monde fait. Et en parlant de Makalu, pour les vraiment extrêmes, pour ceux qui ne veulent voir personne,
Il y a le trek du camp de base du Makalu. C'est un voyage brutal, éloigné et d'une beauté époustouflante jusqu'à la base de la 5e plus haute montagne de la Terre. Vous traversez de hauts cols et entrez dans la vallée du Barin, un endroit si intact que c'est un laboratoire vivant de plantes et d'animaux rares. C'est un trek pour ceux qui croient que l'impossible doit être mérité. Mais certains treks ne sont pas axés sur les sommets, ils sont axés sur les gens. Dans la région du Langtang, au nord de Katmandou, il y a un sentier qui a été créé pour une raison différente. Il ne s'agit pas d'arriver à un camp de base, il s'agit de rester dans les villages. C'est le sentier du patrimoine Tamang. Il serpente à travers d'anciens villages Tamang, un groupe ethnique avec sa propre langue et ses traditions distinctes, étroitement liées aux Tibétains. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que vous ne logez pas dans des maisons de thé, vous logez chez l'habitant. Vous vivez avec les familles, vous mangez la nourriture qu'elles cuisinent, vous voyez les traditions qu'elles pratiquent. Vous pourriez même assister à un rituel de chaman. Vous visiterez certainement les sources chaudes locales de Tatopani, un spa naturel au milieu des montagnes. Ce sentier ne vise pas à repousser vos limites physiques. Il vise à ouvrir votre esprit. C'est un voyage qui vous connecte, non pas à un sommet, mais aux gens qui appellent cette terre impossible leur foyer. Et tout comme le sentier Tamang, il y a le trek de Mohare Danda. C'est l'autre col de Poon. Le col de Poon est célèbre pour ses vues du lever du soleil sur l'Annapurna. Il est également célèbre pour le fait que des centaines de personnes s'y trouvent avec vous. Mohare Danda est une crête voisine, avec pour le moins exactement la même vue. Et il n'y a personne. Mais c'est plus que cela, c'est un trek communautaire. Les gîtes ici n'appartiennent pas à des compagnies privées, ils sont détenus et gérés par la communauté locale. L'argent que vous payez va directement au soutien des écoles et des cliniques de santé locales. C'est du tourisme durable, c'est du trekking qui redonne. C'est une façon de voir la beauté impossible des chaînes de l'Annapurna et du Dhaulagiri, tout en faisant une réelle différence. Cet esprit communautaire est caché partout au Népal. Il suffit de savoir où chercher. Loin des sentiers, dans les collines du district de Palpa, se trouve la ville de Tansen. C'est un endroit que le temps a oublié. C'est une ancienne ville commerciale Newari, mais elle est en dehors de la vallée de Katmandou. Elle a les mêmes rues pavées, les mêmes fenêtres en bois sculptés complexes, mais aucune trace du tourisme. Et elle a un secret. Tansen est le berceau du Dhaka. C'est le célèbre tissu coloré à motifs qui est utilisé pour fabriquer le topi, le bonnet traditionnel népalais. Vous pouvez marcher dans les rues et entendre le clac-clac-clac des métiers à tisser dans les maisons. C'est une tradition vivante, une ville de collines à la culture pure et préservée. Cette terre est définie par son peuple, mais elle est formée par son eau impossible. Nous avons parlé du lac Phewa de Pokhara. Il est beau, il est animé, il est bordé de bars et d'hôtels. Mais ce que beaucoup négligent, c'est qu'à une courte distance en voiture se trouvent ces deux sœurs silencieuses, les lacs Benyas et Rupa. Ces deux lacs sont l'autre Pokhara. Ils sont sereins, verts et, pour le moins, complètement paisibles. Il n'y a pas de bateau à moteur ici, pas de musique forte, juste le bruit des pêcheurs jetant leurs filets depuis des canoës creusés. Vous pouvez louer un kayak et pagayer sur l'eau calme, voyant les reflets de la chaîne de l'Annapurna à la surface. Vous pouvez séjourner dans de petites pensions familiales, manger du poisson fraîchement pêché et juste respirer. C'est la paix impossible que tant de gens recherchent. Mais pour le lac vraiment impossible, il faut aller dans des endroits éloignés. Il faut aller dans extrême ouest du Népal, dans le district de Mugu. C'est un endroit qui est, dans tous les sens, hors réseau. Et ici, caché dans une vallée, se trouve le lac Rara. C'est le plus grand lac du Népal. Mais ce n'est qu'un fait. Il l'appelle la reine des lacs. C'est une vaste mer d'un bleu éclatant, perchée à près de 10 000 pieds, entourée de forêts de pins et de sommets enneigés. Il n'y a pas d'hôtel sur ses rives, pas de village. Il fait partie d'un parc national, une nature sauvage, vierge et protégée. Vous pouvez parcourir le sentier autour de son périmètre, un voyage qui prend une journée complète. Vous pourriez voir des cerfs porte-musc ou des ours noirs de l'Himalaya. La nuit, le ciel est si clair que les étoiles ressemblent à des diamants. Ce n'est pas un lieu touristique, c'est un sanctuaire impossible. Mais même Rara, le plus grand lac, n'est pas le plus impossible. Il y a un autre lac, un lac si bleu qu'il ne semble pas réel. Un bleu qui est, pour le moins, choquant. C'est le lac Shey Phoksundo. Situé dans la région éloignée de Dolpo, c'est le lac le plus profond du Népal. C'est un lac alpin, perché à plus de 11 800 pieds. Mais sa profondeur est ce qui lui donne sa couleur. C'est un turquoise vif et brillant,
un joyau serti dans un désert de haute altitude. Et en raison de sa teneur en minéraux et du froid, il n'y a pas de vie aquatique dans le lac. Il est beau et il est stérile. Sur les falaises au-dessus du lac, vous verrez des caravanes de yaks, tout comme il y a 500 ans, et vous verrez des monastères bons. C'est la religion impossible de Dolpo. C'est la foi pré-bouddhiste. C'est le bas Dolpo, une terre de cols accidentés, de grottes de cristal et de bergers nomades. C'est l'un des derniers endroits sur Terre où l'ancienne religion Bon est encore pratiquée. Un trek ici n'est pas seulement une marche, c'est un voyage dans une dimension spirituelle différente, une terre qui se sent plus tibétaine que le Tibet. C'est en un mot interdit. Un endroit qui a été protégé du monde moderne par les montagnes, même qui l'ont créé. Ces lacs sont une source de légende, mais certains sont une source de foi. Dans la région de Sindupalchok, un trek ardu vous mène à un endroit appelé Panch Pokhari, les 5 lacs sacrés. Ce groupe de lacs sacrés à 13 500 pieds est un site de pèlerinage majeur. Pendant le festival de Janai Purnima, des milliers de pèlerins viennent ici pour se baigner dans l'eau froide et sainte. C'est un autre des lieux impossibles du Népal, où la ligne entre la nature et le divin, tout simplement, disparaît. Ces vallées sont éloignées, mais une vallée en particulier est le berceau du mystère le plus grand et le plus terrifiant du Népal. Nous avons tous entendu les histoires. Le Yéti, l'abominable homme des neiges, une créature géante ressemblant à un singe qui traque les hauts cols impossibles de l'Himalaya. Pour la majeure partie du monde, c'est un mythe, mais pour les gens qui vivent ici, c'est très réel. Et une vallée, pour le moins, est sa maison, la vallée du Rolwaling. Cette vallée éloignée et accidentée, à l'ouest de la région de l'Everest, est connue par les habitants comme la vallée du Yéti. C'est une terre de haut sommet, comme le Gauri Shankar sacré, et de lacs glaciaires massifs et dangereux, comme Chorolpa. Les légendes du Yéti sont si fortes ici, si spécifiques, qu'elles font partie de la vie quotidienne. Les trekkers qui viennent ici ne font pas que grimper, ils marchent sur les traces d'une légende. Mais et s'il y avait une preuve? Pour cela, il faut se rendre au village de Kumjung. C'est un village Sherpa traditionnel, non loin du sentier principal de l'Everest, mais haut dans une vallée à plus de 12 400 pieds. C'est un bel endroit de murs en pierre et de maisons aux toits verts. Et il a un petit monastère ancien. Et à l'intérieur de ce monastère, dans une boîte en verre verrouillée, se trouve l'artefact impossible, un scalp conique, poilu, brun rougeâtre. Ceci, vous diront les moines, est le scalp d'un Yéti. Or, beaucoup de gens sont obsédés par cette chose. Des scientifiques l'ont testé. Dans les années 1960, Sir Edmund Hillary lui-même l'a emprunté. Les tests ont conclu qu'il était probablement fabriqué à partir de la peau d'un serow, un type de chèvre antilope de montagne. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que cela n'a pas d'importance. Peu importe s'il est réel. Ce qui compte, c'est que pour le peuple Sherpa, il est réel. C'est une relique sacrée, une connexion au mystère des montagnes. C'est un symbole de l'esprit sauvage, indomptable et impossible de l'Himalaya. Un esprit que, dans ce petit monastère, dans ce village de haute altitude, vous pouvez voir et presque toucher. Cette terre est pleine de telles contradictions impossibles, des endroits qui ne devraient tout simplement pas être où ils sont. Dans les collines de Palpa, non loin de la ville de Tansen, vous pouvez marcher pendant des heures le long des rives de la rivière Kali Gandaki. Vous êtes, pour le moins, au milieu de nulle part. Et puis, vous le voyez, un palais victorien néoclassique, massif et blanc. C'est le palais de Ranighat. Il l'appelle le Taj Mahal du Népal. Il avait été construit dans les années 1890 par un général de l'ère Rana, Khadga Shumsher Rana, comme gage d'amour pour sa défunte épouse. C'est une pièce impossible d'architecture européenne, avec de grandes colonnes et des cours, assise toute seule sur une rive de la rivière dans la jungle. Pendant des décennies, il a été abandonné, une ruine délabrée. Aujourd'hui, c'est un musée. Une anomalie magnifique, obsédante et absolument déconcertante. Mais ce n'est pas la seule anomalie. Dans l'ouest du Népal, il y a un endroit qui défie toute l'image de paix et de conservation du pays. C'est la réserve de chasse de Dorpatan. C'est la seule réserve de chasse légale au Népal. Dans un pays qui est un leader mondial dans la protection du rhinocéros, du tigre et de la panthère des neiges, c'est un endroit où, si vous avez le permis et l'argent, vous pouvez chasser. C'est la contradiction impossible. La réserve est une vaste zone de prairies alpines et de forêts, abritant des moutons bleus et des tares de l'Himalaya. Et l'argument,
et que l'argent de ces chasses très réglementées et coûteuses est la seule chose qui finance la conservation de la zone. C'est une question difficile, controversée et impossible. Pour sauver une espèce, faut-il en laisser certaines être prélevées? C'est une autre énigme, dans un pays qui en est plein. Une terre qui, de ses plus hauts sommets à ses vallées les plus profondes, ne cesse de surprendre. Une terre qui vous montre encore et encore que impossible n'est qu'un mot. Tessiac, c'est une autre énigme, dans un pays qui en est plein. Une terre qui, de ses plus hauts sommets à ses vallées les plus profondes, ne cesse de surprendre. Une terre qui vous montre, encore et encore, que impossible n'est qu'un mot. Mais le terrier du lapin s'enfonce plus profondément. Et si nous vous disions que pour chaque endroit oublié, il y en a un qui est vraiment, absolument sauvage? Nous avons parlé de Chitwan, la jungle au pied des montagnes. Mais ce que beaucoup négligent est le jumeau impossible de Chitwan. Celui qui est plus grand, plus éloigné et, pour le moins, beaucoup plus sauvage. Dans l'extrême ouest du Népal, très loin de la boucle touristique de Katmandou et Pokhara, se trouve le parc national de Bardia. Ce n'est pas Chitwan. C'est une vaste étendue sauvage qui, pour le moins, ne se soucie pas des touristes. C'est la jungle impossible. Me rendre ici est une aventure en soi. C'est un long voyage par voie terrestre ou un vol vers une piste d'atterrissage éloignée, suivi d'un trajet à travers des villages ruraux Tharu. Le peuple Tharu, qui vit ici depuis des siècles, est le gardien de cette terre. Mais la terre elle-même, elle appartient aux tigres. Voyez-vous, Bardia a l'une des populations de tigres du Bengale les plus denses sur Terre. Parce que le parc est si intact, les animaux sont moins habitués aux humains. Un safari en jeep ici n'est pas une visite occasionnelle, c'est une expédition. Vous traquez des empreintes de pas. Vous écoutez les cris d'alarme des singes. Vos sens sont en alerte maximale, car vous n'êtes pas seulement un observateur. Vous êtes sur leur territoire, et il n'y a pas que les tigres. Bardia est un sanctuaire pour le rhinocéros à une corne, tout comme Chitwan. Mais c'est aussi un endroit où vous pouvez faire une descente en radeau sur la rivière Karnali pour apercevoir des dauphins du Gange et des crocodiles massifs. C'est l'ouest indompté du Népal, c'est la nature sauvage impossible qui existait avant les sentiers de trekking, un lieu de danger brut, sauvage et magnifique. Cette nature sauvage est l'âme du Térail. Mais dans les collines, d'autres endroits sont impossibles pour une raison différente. Non pas parce qu'ils sont sauvages, mais parce qu'ils ne le sont pas. Ils sont figés dans le temps. Nous avons parlé des villes vivantes, respirantes et chaotiques de la vallée de Katmandou. Mais et s'il y avait une ville, un musée vivant, qui avait toute la beauté, mais aucun du chaos, à mi-chemin entre Katmandou et Pokhara, perché sur une haute crête, se trouve la ville de Bandipur. Et ce que personne ne vous dit, c'est que cette ville est sans voiture. Ce n'est pas une invention moderne. C'était autrefois un poste de traite vital sur l'ancienne route du Tibet. Des marchands de l'Inde et du Tibet se rencontraient ici. Et la ville s'est enrichie. La rue principale est un long bazar pavé de pierres bordé de bâtiments qui présentent des fenêtres complexes et des poutres sculptées. C'est comme remonter au XVIIIe siècle. Vous pouvez faire de la randonnée jusqu'à des points de vue comme Tani Mai pour un panorama au lever du soleil qui s'étend du Dhaulagiri à la chaîne du Langtang. Mais le secret impossible de Bandipur n'est pas ce qui est à la surface, c'est ce qui est en dessous. À une courte randonnée de la ville se trouvent les grottes de Siddha Gufa. Ce sont des chambres souterraines mystiques et massives, remplies de stalactites et de stalagmites. Les légendes les lient à des contes Newari et à d'anciens ermites qui venaient ici pour méditer. Les explorer, c'est entrer dans un autre monde, une énigme cachée et souterraine, faisant écho aux cavernes célestes impossibles du Mustang. Bandipur est une ville qui est littéralement un secret au-dessus d'un secret. C'est la beauté des collines centrales. Mais dans l'extrême est, un autre type de paysage impossible existe. Un endroit qui ne devrait pas être au Népal du tout. Lorsque vous imaginez le Népal, vous imaginez la roche, la glace et la jungle. Vous n'imaginez pas ceci. Dans le coin le plus à l'est du pays se trouve le district d'Ilam. Et Ilam, pour le moins, est un paradis vallonné et vert de plantations de thé. C'est le pays du thé du Népal, un paysage qui semble avoir été arraché à Darjeeling, en Inde, juste de l'autre côté de la frontière. Des collines vallonnées et infinies, tapissées du vert vif des théiers. Des domaines comme Kanyam proposent des visites et des dégustations, où vous pouvez voir comment ce thé de l'Himalaya impossible est cultivé, cueilli et traité. L'air est frais, le climat est doux et les vues sont stupéfiantes.
Parce que ce n'est pas n'importe quel pays du thé. Depuis des points de vue comme Antu Danda, vous pouvez regarder le lever du soleil sur la troisième plus haute montagne de la Terre, le Kanchenjunga. C'est un contraste impossible. Les collines vertes, douces et manucurées des plantations de thé et le géant brutal et couvert de glace du Kanchenjunga qui se profile au loin. Et comme tous les lieux impossibles du Népal, Ilam a son propre secret sacré, le lac de Mai Pokhari, un site sacré pour les pèlerins, caché dans les collines verdoyantes. C'est l'autre Népal, un royaume vert, fertile et paisible, qui contraste fortement avec les déserts arides et balayés par les vents du nord. Et en parlant de ces déserts, nous avons parlé du Mustang, nous avons parlé du Dolpo, mais qu'en est-il des terres qui sont encore plus interdites? Le Mustang et le Bas Dolpo sont éloignés, ils sont réglementés, mais pour le moins, ils sont sur la carte. Pour le voyage vraiment impossible, il faut aller dans des endroits qui, jusqu'à il y a quelques années seulement, n'existaient pas pour le monde extérieur. Nichés, cachés derrière la chaîne de l'Annapurna, se trouvent les vallées de Narfu. Pour arriver ici, vous avez besoin d'un permis spécial et coûteux. Vous entrez dans une capsule temporelle culturelle, c'est un monde tibétain médiéval, intact par le tourisme. Les villages, comme la colonie de haute altitude de Phu, sont des forteresses de pierre, accrochées aux côtés de falaises stériles. Les gens ici sont différents. Ils parlent leur propre langue. Ils pratiquent leur propre forme d'ancien bouddhisme tibétain. Vous n'êtes pas un trekker ici. Vous êtes un explorateur. Vous traversez de hauts cols, à plus de 17 000 pieds, et regardez un paysage d'isolement impossible. C'est le vrai Népal caché. Et puis, il y a le Haut-Dolpo. Nous avons parlé du bleu impossible du lac Shefoksondo, dans le Bas Dolpo. Mais ce que beaucoup négligent est ce qui se trouve au-delà. Le Haut-Dolpo est un désert de haute altitude, une vaste étendue aride et vide dans l'ombre pluviométrique de l'Himalaya. C'est l'un des endroits habités les plus élevés sur Terre. C'est l'ancienne religion. Bon, c'est la foi pré-bouddhiste du Tibet. Les monastères ici ne sont pas seulement vieux, ils sont anciens. La culture est nomade. Vous verrez des caravanes de yaks, tout comme il y a 1000 ans, transportant du sel à travers les hauts cols impossibles jusqu'au Tibet. Un trek ici n'est pas des vacances, c'est un voyage à la limite même de l'existence humaine. Ce sont les treks impossibles de l'isolement. Mais qu'en est-il des treks impossibles de l'intimité? Tout le monde connaît le circuit de l'Annapurna. Tout le monde a entendu parler du camp de base de l'Annapurna. Ce sont deux des treks les plus célèbres et les plus fréquentés sur Terre. Mais et si nous vous disions que les meilleures vues de ces montagnes se trouvent sur des sentiers dont vous n'avez jamais entendu parler? Premièrement, il y a le trek de la crête de Kopra. C'est le jumeau impossible de Punhil et de Moharedanda. C'est un autre sentier géré par la communauté, donc l'argent que vous dépensez revient directement au peuple Gurung qui vit ici. Mais ce trek vous emmène plus haut. Il vous emmène sur une longue crête ouverte à plus de 11 800 pieds qui ressemble à un balcon des dieux. Vous marchez pendant des jours avec une vue panoramique et dégagée sur le Dhaulagiri d'un côté et sur toute la chaîne de l'Annapurna de l'autre. C'est pour le moins une intimité impossible. Vous êtes si proche de ces géants de 26 000 pieds que vous avez l'impression de pouvoir les toucher. Le sentier serpente à travers des prairies alpines, des pâturages de yaks et des forêts de rhododendrons, et à la fin, vous pouvez faire une randonnée d'une journée jusqu'au lac sacré de Kairi. C'est toute la récompense, sans aucune foule. Et puis, il y a l'autre camp de base. Tout le monde va au camp de base sud de l'Annapurna. Mais qu'en est-il du camp de base nord de l'Annapurna? C'est un trek pour les connaisseurs. C'est un sentier accidenté, brut et éloigné qui vous emmène sur le côté obscur de la montagne. Vous voyez les glaciers de Gangapurna, le monde de glace impossible du Pic Tilicho. Ce n'est pas le sentier doux et boisé du sud. C'est un trek extrême au cœur de la glace. Il vous montre la double face impossible. Du Pic Tilicho, ce n'est pas le sentier doux et boisé du sud. C'est un trek extrême au cœur de la glace. Il vous montre la double face impossible de l'Annapurna, un côté qui est accueillant et un côté qui est une forteresse de puissance glaciaire brute. Ces sentiers vous montrent la nature impossible. Mais le véritable cœur impossible du Népal est dans ces villes. Nous vous avons montré la déesse vivante. Nous vous avons montré les crémations en plein air. Mais nous n'avons, pour le moins, fait qu'effleurer la surface de l'art et de la foi impossible de la vallée de Katmandou. Premièrement, il y a la paix impossible, à quelques pas de la frénésie de la ville. Sur une colline surplombant Katmandou, le monastère de Kopan se dresse comme un sanctuaire. Ce n'est pas une ancienne relique, c'est un centre vivant et respirant pour le bouddhisme tibétain.
une retraite où des gens du monde entier viennent pour des cours de méditation. Vous êtes entouré de jardins paisibles, de moines qui chantent et de vues imprenables sur la vallée. Pourtant, le chaos n'est qu'à quelques miles. Maintenant, revenons à Patan, la ville de la beauté. Nous vous avons montré la place d'Urbar, mais ce que beaucoup négligent, c'est le secret brillant qui y est caché, le Temple d'or. Son vrai nom est Hiranyavarna Mahavihar et il est impossible. Dans une ville de briques et de bois, ce vihara bouddhiste de 3 étages est couvert, du toit à la façade, de métal doré étincelant. À l'intérieur, des moines résidents s'occupent du temple et des tortues sacrées errent dans les temps de la cour. C'est un sanctuaire d'une opulence impossible. Mais la véritable ingénierie impossible est à Bhaktapur. Nous avons vu la place d'Urbar de Bhaktapur, mais dominant celle-ci se trouve le temple Nyatapola. C'est une pagode de 5 étages, l'une des plus hautes du Népal, et c'est un chef-d'œuvre. Il a été construit en 1702, en quelques mois seulement, sans un seul clou. Il est si parfaitement conçu qu'il a survécu à des siècles de tremblements de terre dévastateurs, y compris le massif de 2015, avec à peine une égratignure. Il est gardé par un escalier de statues impossibles. Lutteurs, éléphants, lions et griffons, chacun 10 fois plus fort que le précédent. À proximité se trouve une autre merveille impossible, le temple Dattatreya. Cet ancien sanctuaire hindou est un centre de festival et d'artisanat. Mais sa légende est ce qui vous arrête. On dit qu'il a été construit à partir du bois d'un seul arbre, un temple massif de 3 étages entiers, sculpté à partir d'une seule merveille à un arbre. Et puis, il y a l'énergie impossible. Le temple Bhairavnath, également à Bhaktapur. Ce temple est dédié à Bhairav, la forme féroce et terrifiante du dieu Shiva. Ce n'est pas un lieu de méditation tranquille, c'est un lieu de puissance brute. Pendant les festivals, des danses masquées et une énergie brute remplissent la place. C'est l'esprit protecteur et féroce impossible de la vallée, incarné dans la pierre et le bois. Cette énergie n'est pas seulement dans la vallée, c'est la sève des plus hauts lieux de la Terre. Lorsque vous faites un trek jusqu'à l'Everest, vous entendez un nom encore et encore, Namche Bazar. Mais ce n'est pas seulement un arrêt sur le sentier, c'est pour le moins la capitale du ciel. Namche est une capitale Sherpa animée, une ville en forme de croissant construite sur le flanc d'un bol de montagne escarpé à plus de 11 200 pieds. C'est une vraie ville. Elle a des marchés dynamiques, des boutiques et, tenez-vous bien, des pubs irlandais et des boulangeries allemandes. Le confort impossible d'une pâtisserie fraîchement cuite, dans l'air raréfié et froid, est un sentiment que vous n'oubliez jamais. C'est le cœur du Khumbu. C'est là que les trekkers s'acclimatent, mais c'est aussi là que les commerçants Sherpas vendent leurs marchandises. C'est la porte d'entrée de l'Everest, mais c'est aussi un facteur étonnant de résilience humaine, un centre de commerce et de vie dans un endroit qui lui est hostile. De Namche, le sentier continue de monter. Et il mène au sommet spirituel impossible du Khumbu, le monastère de Tengboche. C'est l'un des monastères les plus célèbres au monde pour une raison. Il est perché sur une haute crête à plus de 12 600 pieds avec une vue parfaite et encadrée du mont Everest. Être ici, écouter les chors et les chants des moines, tout en regardant la plus haute montagne sur Terre, c'est un moment impossible. C'est un lieu sacré, le site du festival coloré de Manirimdu. C'est le cœur spirituel du peuple Sherpa, un phare de la foi perché, littéralement, au-dessus des glaciers. Ces lieux ont été construits par la foi, mais d'autres lieux ont été construits par le pouvoir. Tout le monde sait que Katmandou était la capitale, mais ce que beaucoup négligent, c'est la capitale avant la capitale. Haut sur une colline, dans le district de collines de Nuwakot, se trouve une forteresse oubliée. C'était le point stratégique impossible, l'endroit d'où l'unificateur du Népal, Prithvi Narayan Shah, a lancé sa campagne pour conquérir la vallée de Katmandou au XVIIIe siècle. Le palais aux 7 étages. C'est un nom qui fait écho à un pouvoir oublié. Ce n'est pas juste un bâtiment, c'est une forteresse-palais massive en briques, assise toute seule sur une colline dominante, un gardien silencieux avec des vues panoramiques sur les vallées environnantes. Il domine le paysage, il est le paysage. C'était un lieu de roi, un lieu de guerrier, une forteresse stratégique qui a décidé du destin d'une nation. À proximité, d'autres temples se regroupent, comme attirés par sa gravité spirituelle, le sanctuaire au sommet de la colline de Kalika et l'ancien temple patiné de Malika. Ils font partie d'un complexe sacré et militaire que le temps, pour le moins, a commencé à oublier. Mais la véritable histoire de Nuwakot, l'histoire impossible, ne concerne pas ses anciennes batailles. Elle concerne sa bataille moderne. C'est une histoire de résilience pure et inébranlable.
Le tremblement de terre de 2015 n'a pas seulement secoué cette région, il a essayé de l'effacer. Le palais, ce monument historique de 7 étages, a été fissuré et brisé. Les temples ont été gravement endommagés, leurs sculptures complexes enfouies sous les décombres. Ce fut un moment de dévastation totale. Cela ressemblait à la fin. Cela ressemblait à un point final et tragique sur des siècles d'histoire. Mais les gens d'ici, ils ont refusé que cela se termine. Avec rien d'autre qu'une pure détermination impossible, ils ont travaillé jour et nuit pour restaurer leur patrimoine. Ce n'est pas un projet gouvernemental avec un budget massif, c'est un travail d'amour, c'est un combat pour l'identité. Brique par brique laborieuse, sculpture par sculpture, ils sortent leur histoire de la poussière. Visiter Nouakchott aujourd'hui, c'est voir quelque chose de vraiment impossible. Vous ne voyez pas l'histoire comme une pièce de musée polie, enfermée derrière une vitre. Vous la voyez comme une histoire vivante, respirante et survivante. Vous êtes témoin en temps réel de la victoire impossible, de batailles oubliées et d'une foi si résiliente que même les secousses de la terre elle-même n'ont pu la briser. Ces treks sont difficiles, l'histoire est lourde, les histoires sont intenses. Mais que se passe-t-il si vous voulez juste la beauté impossible, sans l'effort impossible? Nous avons tous entendu les histoires de l'Everest, de l'Annapurna. Nous imaginons des ascensions à vous couper le souffle, des altitudes vertigineuses et des vents brutaux et glacials. Et c'est un côté du Népal. Mais ce n'est pas le seul côté. Le secret impossible de ce pays, celui chuchoté sur les vents doux des contreforts, est que certains de ces endroits les plus beaux, les plus profonds, sont étonnamment, presque incroyablement, doux. Dans la région du Ganesh-Himal, une chaîne de montagnes, nommée d'après le dieu bien-aimé à tête d'éléphant, se trouve la vallée des Rubis. Le nom seul vous dit que c'est un endroit spécial, mais ce n'est pas un trek extrême, ce n'est pas un test de vos limites physiques, c'est une promenade à basse altitude à travers des collines verdoyantes, le long de tapis impossibles et vibrants de fleurs sauvages, et oui, à travers des zones connues pour leurs mines de pierres précieuses. C'est un sentier d'immersion culturelle, c'est un sentier de séjour chez l'habitant. Vous ne séjournez pas dans une maison de thé froide et impersonnelle. Vous séjournez chez les familles Tamang et Gurung. Vous êtes accueillis dans leur foyer. Vous vous asseyez près de leur feu, vous mangez leurs repas faits maison, des aliments cultivés dans leur propre jardin. Vous n'êtes pas un touriste de passage, vous êtes un invité, un ami. Vous entendez leurs histoires, vous partagez leurs rires et vous devenez, pour un court instant, une partie de leur monde. C'est le mélange impossible. Vous obtenez les vues imprenables, de près, à couper le souffle, de toute la chaîne du Ganesh-Himal. Vous voyez les géants, les pics couverts de glace, rougeoyés au lever du soleil. Mais vous ne souffrez pas dans l'air raréfié et froid. Vous dormez dans le confort d'une forêt chaude et subtropicale. C'est tout le waouh, toute la majesté, toute la beauté impossible, sans absolument aucune de la tension de la haute altitude. C'est l'équation impossible résolue. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, il y a la floraison impossible. Nous avons parlé des vastes panoramas, des montagnes géantes, des lacs scintillants de Pokhara. Nous sommes entraînés à regarder le grand. Mais la vraie beauté impossible du Népal n'est pas seulement dans son échelle, elle est dans son détail. Cachée dans les forêts luxuriantes juste à côté de la ville, un endroit que la plupart des voyageurs manquent complètement, se trouve la vallée des orchidées. Ce n'est pas un grand paysage grandiose qui vous coupe le souffle par sa taille. C'est une petite enclave florale, luxuriante. C'est une boîte à bijoux. C'est un point chaud de biodiversité. Un jardin secret et humide abritant des centaines d'espèces d'orchidées rares et d'une beauté impossible. Ce n'est pas un trek, c'est une douce promenade dans la nature. C'est un moment de réflexion tranquille. L'air est épais et la forêt est vivante avec le bourdonnement des insectes et le chant des oiseaux. C'est un rappel puissant et profond que la beauté impossible de cette nation n'est pas seulement dans ses pics géants, glacés et rugissants, mais dans ses fleurs les plus petites, les plus délicates et les plus parfaitement formées. Les impossibles ne crient pas toujours. Parfois, ils chuchotent. Vous ne pouvez pas connaître cette terre sans la parcourir. Vous ne pouvez pas comprendre son âme sans voir ses pics et ses fleurs. Mais pour le moins, vous ne pouvez vraiment pas la connaître. Vous ne pouvez pas comprendre son cœur, son feu, son essence même, tant que vous ne la mangez pas. Nous avons parlé du pouvoir du dalbat, le carburant implacable et durable des trekkers. Nous avons mentionné les momos dans la rue, ces parfaits raviolis de joie. Mais cela, pour être honnête, n'est que le début. C'est gratter la surface. La diversité impossible du Népal, l'étendue de ses cultures et de ses climats, est littéralement dans son assiette.
Vous ne pouvez pas comprendre cette terre. Vous ne pouvez pas comprendre son peuple. Vous ne pouvez pas comprendre son histoire de survie et de célébration tant que vous n'y avez pas goûté. Dans les anciennes villes Newari de Patan et Bhaktapur, les cités des artisans, vous trouvez de la nourriture qui n'est pas seulement une subsistance. Vous trouvez du carburant pour les artisans. Pensez-y. C'est une nourriture spécifiquement conçue au fil des siècles pour alimenter la création. C'est une nourriture qui alimente les mains qui sculptent des dieux dans le bois et martèlent le métal en art divin. Ce n'est pas de la nourriture simple, c'est de l'art lui-même. C'est complexe, c'est épicé, et pour le moins, c'est absolument incroyable. Vous avez le bara, une galette de lentilles, salée et épicée. Cela semble simple, ça ne l'est pas. C'est un disque dense, riche en protéines et savoureux, qui est comme une galette de hamburger végétarien d'une autre dimension. C'est le carburant portable parfait pour une longue journée de sculpture de fenêtres en bois complexe ou de martelage d'argent délicat. Vous avez le chatamari, une crêpe fine et délicate à la farine de riz qui sert de pizza newari. C'est une toile garnie de viande hachée épicée, d'œufs et d'oignons. C'est délicat, c'est délicieux. Et c'est un goût de la culture urbaine sophistiquée de la vallée. Et puis, il y a le vrai test. Il y a le choïla. C'est de la viande de buffle grillée, ardente, marinée dans un mélange piquant et impossible de piments, d'épices et d'huile de moutarde forte. C'est le barbecue impossible de la vallée. Ce n'est pas un plat pour les âmes sensibles. C'est un plat qui vous défie par sa chaleur et sa saveur intense et fumée, puis vous récompense pour votre courage. C'est, pour le moins, addictif. Et pour les festivals, toute la vallée s'anime de saveurs. C'est là que la célébration impossible commence. Vous avez le yomari, des raviolis de riz cuits à la vapeur en forme de figue avec une couche extérieure douce et moelleuse. Mais à l'intérieur, ils cachent un secret, une garniture sucrée, fondante, gluante et impossible de mélasse et de sésame appelée chakou. Et puis, il y a le sel rôti, le goût par excellence de la fête. C'est un beignet de riz sucré, croustillant et frit, mais formé en un grand anneau mince. Ce n'est pas juste une collation. C'est le goût impossible de la joie. Une nourriture qui relie les familles et les communautés pendant le grand festival de Dashain. C'est la nourriture de la ville, de l'art, de l'histoire et de la célébration. Mais dans les montagnes, la nourriture ne concerne qu'une seule chose, la survie. Lorsque vous quittez la vallée et grimpez haut dans l'Himalaya, les règles changent. Le riz ne poussera pas. L'air est trop rare, le sol trop froid, la saison de croissance incroyablement courte. Alors, que mangez-vous? Comment survivez-vous? Vous mangez du dido, c'est l'aliment de base impossible. C'est une pâte épaisse, ressemblant à du porridge, faite de sarrasin ou de farine de millet robuste, remuée sans relâche avec de l'eau chaude, jusqu'à ce que ce soit une masse chaude, solide et glutineuse. Il est de manger avec les mains, trempé dans un peu de beurre, un curry simple ou un cornichon. Il ne s'agit pas de saveur délicate. Il ne s'agit pas d'art. Il s'agit de densité. Il vous tient au corps. C'est de l'énergie impossible, pure et non adultérée. C'est le carburant qui vous donne le pouvoir de gravir un col de 5000 mètres. C'est la définition même de la résilience. Et qu'en est-il des légumes? Que mangez-vous pendant l'hiver brutal et enneigé quand rien de frais ne peut pousser? Vous mangez du gundruk. C'est une conservation impossible. C'est un miracle culinaire. Ce sont des légumes verts, à feuilles fermentées, aigris puis séchés au soleil pendant le court été. Ce processus impossible les préserve pour le long hiver, où ils sont transformés en une soupe acidulée, fumée, piquante et profondément satisfaisante. C'est littéralement un goût d'été au cœur de l'hiver. C'est le goût impossible de l'espoir.